Bonjour à toutes et à tous. Les Confidences littéraires ont la chance de venir à la rencontre aujourd'hui de l'écrivaine Emmanuelle de Boisson à l'occasion de la sortie de son dernier roman « Je ne vis que pour toi », publié aux éditions Calman Lévy. Bonjour Emmanuelle de Boisson. Bonjour. Je me propose pendant cette petite heure que nous allons passer ensemble d'aborder avec vous l'actualité et votre dernier livre « Je ne vis que pour toi », les œuvres littéraires et les auteurs qui ont marqué et jalonné votre parcours de lectrice, d'écrivaine, de femme, votre panthéon littéraire, vos coups de cœur littéraires récents, les livres qui vous ont touché, bouleversé, interpellé, pour des raisons diverses, la musique qui vous accompagne et qui vous emporte en ce moment, en particulier, ou pas, les films réalisateurs qui vous ont récemment touché, puis quelques questions ayant trait à votre rapport à la littérature, à l'écriture, à votre vocation d'écrivaine, et une petite question sur votre prochain livre, si vous avez envie d'en parler. Enfin, dans une dernière partie, je vous demanderai si vous avez un objet auquel vous êtes particulièrement attaché, et pourquoi. Et je vous demanderai également de nous lire un extrait de votre dernier livre. Chère Emmanuelle, vous êtes une écrivaine prolifique, mais vous êtes également journaliste, critique littéraire et collaboré ou avez collaboré notamment à l'Express, VSD, Femmes, Paris Match, Marie-Claire, Version Féminin et beaucoup d'autres. Vous avez fondé et êtes également présidente du prix de la Closerie des Lilas, prix qui a pour vocation de soutenir la littérature féminine, remis au printemps à une romancière par un jury à la fois tournant et permanent. Le premier prix a été remis en 2007. Après plusieurs essais, vous vous consacrez à l'écriture de romans où vous explorez les méandres de la psychologie des femmes, leurs obsessions, leurs secrets, leur quête de liberté. Vous excellez dans la peinture de mœurs contemporaines des femmes, en particulier des grandes bourgeoises, et dans les romans historiques. Pour en citer quelques-uns, Les Grandes Bourgeoises, 2006, Femmes, les grands rendez-vous de votre vie en 2007, Les Secrets des couples, en 5 tomes, Les Secrets des couples qui durent en 5 tomes, Les Nouvelles Provinciales 2008, La beauté des femmes mûres 2010, Le bonheur en prime 2014. Parmi vos romans historiques, j'ai retenu Le Salon d'Émilie 2011, La Revanche de Blanche 2012, Oubliée Marquise en 2013. Vous nous revenez avec un roman historique flamboyant, Je ne vis que pour toi. Alors, de quoi s'agit-il? Nous sommes au début du XXe siècle, la belle époque. Valentine Beauregard, une jeune bretonne innocente, monte à Paris au bras d'Antoine, son mari, très austère, très ennuyeux et très volage. Introduite dans la société mondaine de la capitale et de ses salons littéraires, elle rencontre des femmes libres qui l'attirent et la fascinent. Nous y croisons notamment, et vous y convoquez, avec délice pour le lecteur, notamment Colette, René Vivien, Elisabeth de Gramont, Marcel Proust, la comtesse Greffule, Anatole France, André Gide, Jean Cocteau, Isadora Duncan, et surtout l'irrésistible Nathalie Clifford Barnet, dite Nati. C'est ainsi que notre Valentine va être immergée dans ce monde littéraire qu'elle admire, mais aussi dans un monde fait de plaisir dont Nathalie va lui ouvrir les portes dont elle n'a ni les clés ni les codes. À leur côté, Valentine va bientôt se réveiller écrivaine, mais également s'ouvrir à des horizons dont elle ne soupçonnait pas. Petit bruit de page. L'existence est devenir une maîtresse avide et passionnée. Nathalie l'initiera aux délices littéraires et aux amours saphiques, naît alors en Valentine une passion dévorante dont elle pourra bien ne jamais revenir, mais ça, il faut lire le livre absolument. Votre roman est tout à la fois une plongée vertigineuse et hautement cinématographique dans les cercles intellectuels parisiens de la belle époque, les salons littéraires du début du XXe, où se bousculent tous les noms de la littérature, une histoire d'amour saphique et trompeuse, d'aventures éphémères, et en creux une réflexion sur la création littéraire, et surtout et toujours sur la place des femmes dans la société. C'est à vous. Oui. Écoutez, ce que je retiens d'abord pour en parler, c'est vrai, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que c'est d'abord une réflexion sur la création littéraire. Parce que j'en parle pas assez pour ce livre. Effectivement, Valentine, au départ, elle est en Bretagne avec May. C'est un endroit que j'aime beaucoup, où est venu Proust d'ailleurs, avec Reynaldo Hahn en 1895, où il a écrit d'ailleurs là, Jean Santeuil, et elle rêve d'écrire. Et donc, c'est ce qui va être essentiel dans tout son parcours. Et comment est-ce qu'elle va y arriver? Quelles sont les difficultés auxquelles elle va s'affronter? Et c'est ça qui m'a intéressée finalement au départ. Parce que mon idée à l'origine pour ce livre, c'était d'écrire un essai sur les salons de Proust.
dont ce sera l'anniversaire en 2022, puisqu'il est mort en 1922. Et de fil en aiguille, c'est devenu un roman autour du salon de Nathalie Clifford Hardy. Mais c'est cette fascination pour ces écrivains, ce monde littéraire, que je partage avec Valentine, qui a été à l'origine donc de ce livre. Donc, elle est bretonne, elle est naïve, mais intelligente et ambitieuse finalement, puisqu'elle a envie de réussir à être publiée et à être reconnue aussi. Et quand elle arrive à Paris, elle a déjà écrit un petit peu, elle a écrit un livre sur la légende 10, et lors d'une soirée où elle rencontre effectivement Nathalie Barney, qui est fascinante, une américaine très riche, qui parle très bien français, qui est brillante, que lui présente d'ailleurs Colette, qui va devenir son amie. Valentine, ce qui l'attire d'abord dans sa rencontre avec Nathalie, c'est de lui montrer ses poèmes, parce qu'elle sait que Nathalie est une femme un peu comme aujourd'hui, certaines femmes dans les milieux littéraires, les grandes éditrices, il y a moins de salons, mais elles font beaucoup pour les femmes, la littérature, et donc elle se dit, elle va m'introduire dans son cercle, et peut-être me présenter à un éditeur, en tout cas me donner des conseils. Donc c'est une initiation à l'écriture aussi qui va être intéressante, parce que Nathalie va au départ l'inviter à la closerie et lui donner des conseils littéraires. Donc, et Valentine, c'est ce qui va l'attirer. Elle n'est pas attirée par les femmes au début. Elle sait que Nathalie Barney est lesbienne et qu'elle est entourée de toute une sorte de muse saphique, comme elle organise des fêtes. Mais elle l'invite à une fête, justement, chez elle, à Neuilly. Une fête qui va être un peu païenne. C'est-à-dire que les femmes sont habillées un peu comme dans le monde de Sappho en Grèce, avec des tuniques, elles dansent. Il y a essentiellement des femmes, à part Pierre-Louis. Et Valentine va la trouver absolument ce monde fascinant. Pierre-Louis qui apparaît d'ailleurs dans cette fameuse scène, oui, presque comme un personnage éthéré, presque féminin. Oui, tout à fait. Pierre-Louis était très proche de Nathalie Barney dans la réalité. Et lors de cette fête, Colette va jouer, c'est un de ses premiers spectacles. Elle va jouer une pièce de Pierre-Louis dans le jardin, comme ça, entre amis. Et va arriver tout d'un coup un cheval, et nu sur ce cheval va arriver Mata Hari. J'ai oublié de la citer. Qui est quand même extraordinaire. Qui est une femme, bon, on l'a accusée d'espionnage, mais donc voilà l'ambiance pour vous planter un petit peu le décor de ce genre de moment. Et Valentine et donc va à ce moment-là après cette soirée, Nathalie Barney va essayer de la séduire, mais elle va la repousser, ça ne l'attire pas pour l'instant. Mais au fil elle en a peur. Elle en a peur et en même temps elle a envie de rester dans ce milieu. Elle se dit voilà, cette femme est intrigante, bon, elle fait partie elle l'impressionne effectivement. Mais petit à petit, elle va réussir à devenir amie avec elle, la revoir, et un jour, elle va accepter d'aller de nouveau chez elle, mais cette fois seule. Et là, il va se passer une relation sensuelle, je dirais. C'est sensuel, sexuel, une révélation du plaisir, et le début d'une liaison clandestine qui va être assez longue, parce que Valentine est mariée, mais elle s'aperçoit que son mari la trompe, donc elle est déçue par les hommes. Mais ce que j'ai voulu montrer à travers cette relation, comme les relations qu'entretient Nathalie Barney avec les autres femmes qui l'entourent, toutes ces autres maîtresses, au fil du roman, on les découvre, c'est que ce sont essentiellement des affinités spirituelles, des affinités électives, littéraires qui les unissent. Donc, qu'elles soient, et dans un monde en particulier où les hommes sont soit violents, soit infidèles, ou les deux. Oui, il y a une scène. Et donc un jour donc ma petite Valentine va découvrir dans un bordel qui s'appelle Les Belles Poules, là qui maintenant qu'on peut voir d'ailleurs parce que c'est ouvert au public, c'est un café, va découvrir que son mari la trompe avec une cocotte. Elle va le surprendre en y allant pour l'espionner. Donc elle va être très déçue et elle va se lier avec Elisabeth de Gramont, qui est une amie qui va devenir une amie de Nathalie, et qui était une amie de Proust. Proust, elle est très souvent chez les Clermont-Tonnerre. Donc Proust est un fil conducteur du roman, et donc va se nouer une intrigue
puisque Nathalie maintient Valentine un peu sous sa coupe et elle ne veut pas qu'elle fasse savoir qu'elles ont une liaison, c'est pour elle secret. Elle en a d'ailleurs plusieurs autres en même temps, elle gère tout ça admirablement, créant des jalousies épouvantables, et donc elle va un jour tomber amoureuse d'Élisabeth de Gramont, mais Valentine pourtant la connaît. Bon voilà, je ne vais pas aller plus loin, Non, ça crée toute une intrigue qui est très intéressante, qui donne du sel et du piment au roman. Mais voilà, et ce qui m'a intéressé dans ce roman aussi, c'est ce salon donc, de Nathalie Barnay qui va durer 60 ans. Un salon qui commence en 1909 et qui va durer jusqu'à ce que Sagan y vienne. Et tout le monde littéraire y passe. Où est-ce qu'il a lieu ce salon? Il a lieu rue Jacob, dans un jardin qui existe toujours aujourd'hui, dans lequel il y a un temple de l'amitié, qui était un temple, on dit qu'il a été construit pour la Champmeslé, qui était une actrice à l'époque de Racine, une maîtresse de Racine, mais il y a un petit pavillon que loue Nathalie Barnay, et donc tout le monde littéraire se retrouve, mais pas seulement. Il y a aussi des sculpteurs comme Rodin, il y a aussi des danseuses comme Isadora Duncan, des peintres, Romain Brooks. Il y a une espèce de correspondance des arts et aussi des étrangers. Donc vous avez les plus grands écrivains français qui viennent là, et tout ça est très festif, très gai. Voilà, c'est pas plombant comme certains, voilà, comme on peut l'imaginer parfois dans certains salons où les gens sont prétentieux. Non, on s'amuse, on lit des textes, on danse, on rit, on boit. Nathalie est entourée de ses maîtresses, elle les présente. Vous avez Rémy Gourmand qui est là, qui est quelqu'un d'essentiel pour Nathalie Barnay. C'est lui qui va l'appeler dans ses lettres le premier l'Amazone. Et vous avez donc, comme vous disiez, Anatole France, vous avez donc Pierre-Louis, et les Américains ensuite qui viendront. Vous avez Scott, qu'on voit venir d'ailleurs à la fin du livre. Gérald, Hemingway, oui. James Joyce est venu aussi, et Proust est venu aussi une fois. Ouais. Donc il y a eu une rencontre incroyable. Donc je raconte, c'est ça qui m'a intéressée, mais c'est ce monde-là, effectivement, à travers, en parallèle, cette histoire d'amour et d'initiation à la littérature, parce que Valentine, vous verrez bien, si elle va arriver à se faire connaître, arriver à publier. Donc c'est une sorte d'amour, d'ambition, de jalousie, une plongée dans le monde littéraire et une plongée dans une époque, car ce que j'aime beaucoup, c'est décrire dans les moindres détails le monde dans lequel on vit, pour que le lecteur ait l'impression de revenir à la belle époque et au début des années folles, revivre la grippe espagnole aussi, qui est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, on y est, j'ai tout revécu, je n'avais pas forcément envie de revivre la grippe espagnole. C'était épouvantable. C'était incroyable. Ouais, épouvantable. La grippe espagnole, on se trouve après la guerre de 14. On est masqué, confiné, les transports sont arrêtés, les magasins sont fermés, en fait tout ce qu'on vit aujourd'hui. Et il y a des milliers de morts, et donc aussi Apollinaire qui meurt de la grippe espagnole. Donc c'est des ravages épouvantables et c'est... Bon, c'est un livre vraiment formidable. On va juste ne pas en dire plus parce qu'il faut y aller, il faut le lire, il faut le découvrir. C'est gourmand, nourricier, romanesque. C'est un très très beau livre. Merci infiniment. Merci.